Effectivement. Et puis, si on peut rajouter aussi par rapport à quand on parle, parce que l'acide lactique, on peut le considérer comme un acide carboxylique en chimie organique. Et du coup, donc, en chimie organique, on sait que euh, c'est-à-dire on a deux formes d'acide lactique, d'acide carboxylique, dont l'acide lactique fait partie ou lactate fait partie. Quand on a une forme d'acide carboxylique qui est dissoute dans une solution, on utilise le suffixe -ate. On dit Exactement. lactate. Donc lactate, c'est, comme tu le dis très bien, quand on le trouve dans la cellule, il est forcément dissous dans une solution puisque on est composé à plus de 70% d'eau. Donc forcément, on n'a que du lactate. Et donc l'acide lactique serait aussi, d'un point de vue chimie organique, l'acide lactique serait la forme solide du lactate en quelque sorte. Et puis on parle aussi souvent donc de l'acide lactique dans le cas, enfin à tort, dans le cas de la physiologie de l'exercice et de la physiologie en général, mais on le trouve aussi dans les bactéries qui font de la fermentation lactique et qui produisent aussi de l'acide lactique. Et là, on parle d'acide lactique, justement, par rapport à ces bactéries. On ne parle jamais de lactate, on dit acide lactique. Et d'ailleurs, il est considéré, si on parle de bactéries du microbiote, microbiote intestinal notamment, on parle d'acide gras chaîne courte. Et donc, parmi les acides gras chaîne courte, on a butyrate, propionate, acétate, et puis on a le lactate également qui est classé avec les acides gras chaîne courte qui sont produites par ces bactéries. Donc, normalement, on devrait, quand on parle de physiologie de l'exercice et quand on veut discuter de ce métabolite qu'on va, enfin, qu'on va détailler un peu plus tard, qui est le lactate, Mhm. normalement, on devrait utiliser la dénomination lactate et non pas acide lactique. C'est ça. Et d'ailleurs, toutes les molécules d'ailleurs dans l'organisme qui portent le suffixe -ate, que tu as très bien nommé, il y en a plein en fait, Mm. pyruvate, oxaloacétate, Ouais, donc ça c'est pour celles et ceux qui font un peu de biochimie. Et en fait, toutes ces molécules-là répondent à la même règle en fait que le lactate. Voilà, en fait c'est la forme, on va dire, c'est plus sous la forme acide, en fait c'est sous la forme ionisée, sous la forme en solution. Donc en fait, le lactate n'a pas un caractère plus acide que d'autres molécules qui ont également ce suffixe -ate en fait. Voilà. exact. Voilà. Donc, l'acétate, par exemple, Voilà, ou tout même simplement. le pyruvate, ou Exactement. enfin, n'importe quelle autre molécule qui porte le suffixe -ate, c'est un acide carboxylique, ce qui veut dire que c'est un acide faible, Voilà, sous forme du coup de la base ionisé. conjuguée. Ouais, sous forme ionisée, Ouais. voilà. Et pour preuve, entre guillemets, comme quoi c'est quand même deux molécules qui sont quand même différentes, c'est que si on injectait en intraveineuse de l'acide lactique, je peux vous garantir que dans les quelques minutes qui suivraient, vous seriez mort. Parce que là, pour le coup, ça acidifierait vraiment beaucoup l'organisme. Si on injectait sous forme vraiment d'acide lactique. Par contre, si on injecte du lactate en tant que tel, il n'y a aucune conséquence. Vraiment voilà, en termes de santé. Tout à fait, oui. Ouais. Donc c'est important de faire la distinction et que c'est pas du tout pareil, du coup, acide lactique que lactate. Donc déjà, ce mot d'acide lactique, quand on parle de l'effort physique, ça devrait déjà être un mot qui en fait ne devrait même plus faire partie en fait du vocabulaire. Voilà. Et en tout cas, certainement pas pour l'associer à des problèmes de fatigue musculaire, et, voilà, des choses sur lesquelles on va revenir après plus en détail par la suite. Alors, apparemment, il y a quelques problèmes, des petits bugs au niveau de la connexion, donc n'hésitez pas à me dire si c'est revenu hein, dans vos commentaires pour ceux qui nous suivent. Par contre, bah, pour revenir justement là-dessus, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient le lactate et comment et à quel moment est-ce qu'il est généré? Tu veux commencer, Amine, peut-être? Oui, enfin, le lactate, globalement, c'est un métabolite cellulaire et Mhm. on l'obtient à partir du pyruvate. Le pyruvate, c'est
on va dire, le métabolite final de la glycolyse. Quand on a du glucose au niveau du cytoplasme, il est dégradé successivement par un ensemble d'enzymes, l'hexokinase, la phosphofructokinase et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un métabolite final qui est le pyruvate. Et donc ce pyruvate-là, il a deux devenirs en réalité, métaboliquement parlant. Donc il peut, donc normalement, il intègre la mitochondrie. Et là, on a un certain nombre de mitochondries au niveau de chaque cellule, à peu près entre 1500 à 3000 mitochondries en fonction des types de cellules, etc. Et puis, on a une partie de ce pyruvate. Cette partie-là, elle peut être plus ou moins importante en fonction des conditions environnementales, de l'activité physique, etc. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Donc, cette partie de pyruvate qui est censée intégrer la mitochondrie, mais qui n'intègre pas finalement la mitochondrie, peut aussi se fermenter en lactate. Et donc, générer de l'ATP dans ce sens-là. Et donc, on obtient le lactate de cette façon. Après, donc ça, c'est la genèse du lactate. Et ensuite, donc, le lactate a différentes caractéristiques dans la cellule. Et puis, il y a aussi d'autres voies de recyclage, d'élimination, etc. du lactate. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard de ça. Oui. Oui, tout à fait. Et pour compléter, donc effectivement, tu as parlé du terme de fermentation. Justement, la voie métabolique qui conduit à la production de lactate, justement, on parle justement de fermentation. C'est en fait l'aboutissement de la glycolyse, donc finalement de l'utilisation du glucose, parce que quand on mange nos aliments, les glucides, donc la majeure partie donc, se retrouve à l'état de glucose, et bien sûr ça va rentrer dans les cellules, et ce glucose a pour vocation justement de fabriquer de l'énergie dans la cellule. Donc pour ça, le glucose doit être dégradé. C'est le cas de la glycolyse, donc c'est la voie métabolique qui dégrade le glucose pour en gros en extraire l'énergie, en quelque sorte, si on fait simple. Et effectivement, on a abouti, comme a dit Amine, au pyruvate, lequel peut, dans des conditions particulières, des conditions justement d'anaérobie, c'est-à-dire que lorsque on est dans des états, on va dire, soit d'hypooxygénation pour différentes raisons, soit parce que justement on fournit un effort qui est tellement important que finalement l'oxygène que l'on ingère n'est pas suffisant pour justement oxyder suffisamment rapidement le glucose qui est nécessaire pour fournir l'énergie du coup de l'effort. Dans des cas comme ça, donc d'anaérobiose, donc anaérobiose bien sûr relative, quand je dis ça, on n'est pas en apnée, c'est-à-dire qu'on continue quand même toujours à respirer, il y a quand même toujours un fond aérobie qui se produit, c'est-à-dire on continue toujours à absorber du dioxygène, on oxyde toujours une partie du glucose, mais dans des cas d'effort très très importants, quand justement la fourniture en énergie est tellement importante qu'en fait ce flux de glycolyse, l'oxygène qu'on absorbe n'est pas suffisant en fait pour oxyder tout le glucose nécessaire à l'énergie qui va être du coup qui va satisfaire du coup l'effort à fournir. Et c'est dans ces conditions-là que du coup, le pyruvate qu'on a créé à l'issue de la glycolyse ne pourra pas se faire oxyder dans les fameuses mitochondries, comme l'a dit Amine, et que du coup, ce pyruvate va en fait s'accumuler en quelque sorte et dériver selon une autre voie. En biochimie, c'est souvent ça. On a souvent des molécules en fait qui sont au carrefour de différentes voies métaboliques. Donc, quand la voie, on va dire aérobie, elle est, on va dire un peu saturée et ben voilà, et ben du coup, ça peut dériver selon une autre voie qui est la voie justement de la fermentation lactique. Et là, on va produire, à partir de ce pyruvate, on va produire le fameux lactate. Donc, c'est pour ça que dans des efforts intenses, donc type anaérobie, donc je pense par exemple typiquement à 400 mètres, par exemple, pour moi, c'est vraiment l'épreuve de référence. Voilà. Et du coup, on va produire beaucoup de lactate à cause de ça. Exact. C'est comme tu le dis, quand on parle de la quantité d'oxygène qui va oxyder le glucose, donc imaginons quelqu'un qui est au repos, comme nous par exemple, hein, tout le monde est assis, ou alors quelqu'un qui marche ou même qui court mais à petite allure. Là, normalement, la quantité de mitochondries au niveau des cellules et des muscles surtout, des fibres musculaires, est suffisante et leur activité est suffisamment importante pour pouvoir produire l'énergie
à partir du glucose qui sera oxydé donc, à travers la glycolyse, ensuite cycle de Krebs et chaîne de transport des électrons. Et donc la quantité d'énergie qui est demandée ou exigée par une telle activité, donc une activité de faible intensité ou de repos, peut être amenée par les mitochondries, tout simplement. Donc glycolyse, mitochondries. Maintenant, si on augmente un petit peu l'intensité, l'effort, ce qui va arriver, c'est qu'on va arriver à un certain moment, un certain seuil, je parle ici d'un seuil théorique, hein, qui diffère d'une personne à une autre. Donc, ce seuil-là va faire que on a toujours les mitochondries qui fonctionnent à plein régime, donc qui fournissent de l'énergie, mais ils ont atteint leur capacité maximale de fourniture en énergie. Maintenant, ce qui reste en énergie, ce qui est nécessaire pour qu'on puisse continuer l'activité ou l'effort intense, c'est donc tout ce qui reste va être fourni par d'autres filières énergétiques. On dit filières énergétiques. Donc là, notamment la filière énergétique de la fermentation lactique, on appelle l'anaérobie lactique. Comme tu le dis, Edouard, donc anaérobie lactique, on n'a pas besoin d'oxygène dans ce cas-là, et on produit de l'acide lactique. Et puis, si l'effort est trop intense ou ce qu'on appelle les exercices brefs et intenses, comme par exemple les sprints de 100 mètres, par exemple, ou l'haltérophilie, un arraché, un épaulé jeté, ou le powerlifting, c'est des exercices qui mobilisent une charge très importante où le débit d'énergie est extrêmement élevé sur une très courte période. Là, on part vers l'anaérobie lactique où on peut utiliser de la phosphocréatine. Mais effectivement, dans ce cas, donc on peut parler d'une capacité maximale, énergétique maximale mitochondriale. Et si on est en dessous de cette capacité-là, ce qui est typiquement dans les efforts légers ou au repos, à ce moment-là, on va synthétiser très peu de lactate, où le pyruvate sera majoritairement orienté vers la mitochondrie. Sinon, le pyruvate, une partie du pyruvate sera orientée vers la fermentation lactique. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que le lactate est un déchet qui va limiter l'effort? Vas-y. Ouais, merci. Alors du coup, non, pas du tout, justement. C'est là qu'est finalement tout l'intérêt de la conférence de ce soir, c'est qu'il faut un peu démystifier tout ça. C'est non seulement pas un déchet qui limite l'effort, mais c'est en contraire quelque chose de très salutaire. Et à différents titres. Le premier, c'est qu'en fait, le fait qu'on puisse... la production en fait, en tant que telle du lactate à partir du pyruvate va permettre justement... c'est en fait une voie de dérivation qui va permettre à la cellule de fabriquer de l'énergie, de faire continuer cette fameuse glycolyse, en fait, de dégrader la glycolyse. Parce qu'en fait, en fabriquant le lactate à partir du pyruvate, on va recycler en fait une petite molécule, peu importe son nom, mais en fait, on va recycler une petite molécule qui, elle, est nécessaire au fonctionnement de la glycolyse. Donc, si on n'avait pas cette voie annexe, en fait, si on n'avait pas cette voie annexe, on ne pourrait pas recycler suffisamment cette petite molécule qui, du coup, ferait que la glycolyse s'arrêterait. Parce qu'en fait, en temps normal, cette petite molécule, elle est recyclée naturellement dans nos mitochondries, dans des conditions aérobies. Donc, quand il y a suffisamment d'oxygène, cette petite molécule qu'on appelle le NADH, du coup, pour le citer, qui a pour précurseur d'ailleurs la vitamine B3, en temps normal, elle est recyclée. Voilà, pour permettre, donc recycler en NAD+, c'est la forme moléculaire recyclée, si on veut bien. Et ce NAD+, permet d'entretenir cette glycolyse et de continuer finalement la cellule à fabriquer de l'énergie. Et du coup, dans des cas où notre mitochondrie elle est entre guillemets saturée, on ne peut plus suffisamment, quelque part, recycler ce NADH. Donc du coup, il y a tout le pool finalement de NADH qui serait, s'il n'était pas recyclé, et du coup, on pourrait plus continuer la glycolyse. La glycolyse s'arrêterait. Donc, finalement, le fait de générer, d'avoir une voie parallèle, une voie annexe qui génère du lactate, en fait, on va recycler ce fameux NADH. En fait, on va prendre relais de la mitochondrie, quelque part, pour recycler cette petite molécule et permettre de continuer le fonctionnement de la glycolyse et donc de, quelque part, toujours continuer à satisfaire la demande en énergie par rapport à un effort intense.
Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce lactate, en fait, il va pouvoir passer dans le sang et il va pouvoir aller être capté par d'autres organes. Je pense par exemple au cœur. Et le cœur va pouvoir, de ce fait, utiliser ce lactate en tant que source d'énergie. Donc, il va pouvoir le réintégrer dans des voies métaboliques pour justement refaire de l'énergie. Donc, ça va être hyper intéressant. Et d'autre part également, le lactate dans le foie, par exemple, peut redonner du glucose, donc du sucre, donc par une voie qu'on appelle la néoglucogénèse. Et ce sucre-là va pouvoir de nouveau être redistribué aux muscles pour de nouveau faire de l'énergie. Donc, quelque part, c'est non seulement pas un déchet, mais c'est quelque chose qui est récupéré en fait pour en faire en fait de l'énergie. Donc rien n'est perdu quelque part. Oui, tout à fait. Et je rajoute à cela aussi le fait qu'une partie de ce lactate au niveau de la fibre musculaire peut aussi, dans certaines conditions, peut être aussi recyclée en alanine, donc qui est un acide aminé. Donc ça peut être en quelque sorte, ça peut contribuer à la synthèse de certaines protéines, donc à partir de molécules d'alanine. Donc tout ce qu'on sait maintenant, c'est que ça se convertit en alanine, mais probablement en d'autres acides aminés, on ne sait pas encore. Et autre chose aussi, ce que tu avais dit par rapport à l'intérêt du lactate est très intéressant par rapport au NADH, parce que si on fait, donc à partir de ce que tu dis, on pourrait faire un parallèle en fait de ce qui se passe au niveau du cytoplasme et de ce qui se passe au niveau de la mitochondrie. Parce qu'au niveau du cytoplasme, on a une production du NADH. Ce NADH va venir jouer le rôle de cofacteur de la lactate déshydrogénase, qui est l'enzyme qui convertit le pyruvate en lactate. Et donc, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va convertir en même temps le NADH en NAD+. Donc, le parallèle, en fait, c'est le suivant. Au niveau de la glycolyse, on produit du NADH. Ensuite, au niveau de la fermentation lactique, on le convertit en NAD+. Au niveau de la mitochondrie, on produit du NADH dans le cycle de Krebs. Ensuite, on le convertit en NAD+, dans la chaîne de transport des électrons, notamment dans le complexe 1. Donc, on a ce parallèle-là qui s'établit et qui fait que on peut considérer que le fonctionnement de la mitochondrie, en quelque sorte, est calqué sur le fonctionnement de la cellule en elle-même, puisque la mitochondrie en elle-même a la structure d'une cyanobactérie, une sorte de micro-organisme primitif. Donc ça, c'est très important. Et puis, ce que tu me disais tout à l'heure en off, et je te remercie d'ailleurs pour cette remarque, sur le fait de synthétiser du lactate, donc par le biais de la lactate déshydrogénase, ça utilise comme cofacteur le NADH, mais ça utilise aussi les protons H+. Donc les protons H+, qui proviennent d'où? Qui proviennent de la glycolyse. Et puis, et dans ce cas, ça va aider en réalité à diminuer le pool d'H+, de protons H+, dans la cellule. Donc le fait d'avoir cette fermentation lactique. Donc le fait de produire du lactate à partir du pyruvate, ça consomme des protons H+. Donc ça, c'est très, très important aussi à voir. Et puis, même si on a un excès de lactate, donc on a un recyclage par le foie, le cycle de Cori, un recyclage par le biais notamment du cœur, parce que le cœur est un muscle et il fonctionne de façon permanente et nécessite aussi de l'énergie. D'autant plus à l'effort d'ailleurs. D'autant plus à l'effort, exactement. Voilà. Et puis, on peut avoir aussi, en plus, donc s'il y a un excès de lactate, donc en plus de ça, on a aussi des voies d'élimination. Donc, les voies d'élimination par les reins, dans les urines. C'est pour ça qu'on trouve du lactate dans les urines. Une autre voie aussi par le biais, et ça se passe aussi au niveau du foie, où le lactate est dégradé, associé à des molécules d'oxygène et éliminé sous forme de CO2 aussi, donc par le biais des poumons. Donc, ce n'est pas le lactate qui sort par le biais dans l'air expiré, c'est le CO2. Et ce CO2-là, une partie du CO2
provient du lactate, parce que le lactate contient 3 molécules de carbone, en fait. Donc, ça, c'est l'une des voies d'élimination aussi. Et c'est tout. Je pense que j'espère que je n'ai pas oublié une autre voie. Donc, voilà un petit peu par rapport à l'intérêt du lactate et on va dire les voies de recyclage et d'élimination du lactate. Ouais, Cédric, parce que j'aimerais rebondir quand même sur un truc. Vas-y. Ouais, c'est juste par rapport, effectivement, je pense compléter par rapport à ta réponse, hein, qui était très bien d'ailleurs, bien signifier à nos spectateurs que quand on parle des protons H+, en fait, quand on parle d'un pH acide, c'est justement relatif à une forte concentration dans un milieu donné. Donc, on peut considérer soit d'une part la cellule, soit d'autre part le sang, qui sont 2 compartiments différents. Donc, quand on parle d'un pH diminué, en fait, ça fait référence à justement une concentration en ions H+, qui ne sont ni plus ni moins que des protons, en fait, qui est élevée. Donc, plus on a d'ions H+, de protons dans un compartiment qui est importante, plus justement le pH va être bas et plus on va être en milieu acide. Et là où c'est intéressant ce qu'a dit Amine, pour justement encore plus quelque part innocenter le lactate, parce que le lactate, même quand on parle de lactate encore en tant que tel, il y a des gens qui associent encore au fait que c'est acidifiant pour le muscle. Mais en fait, non, parce que justement, comme Amine l'a dit, le fait de générer du lactate, en fait, quand on passe du pyruvate au lactate, on va justement, la transformation qui s'opère, donc une transformation chimique, elle va consommer, en tant que réactif, elle va consommer des protons H+. Donc en fait, on va intégrer ces ions H+, qui vont quelque part devenir des atomes d'hydrogène, in fine, qui vont être greffés au pyruvate, et c'est ça qui va donner le lactate. Donc finalement, le lactate, sous sa forme-là, c'est quelque part, elle a piégé en fait des ions H+, des protons. Donc ça a quelque part un effet de tamponner quelque part la baisse de l'acidité. Donc c'est non seulement pas acidifiant, mais au contraire, c'est plutôt protecteur contre l'acidité musculaire. Et la deuxième chose qui fait que encore plus c'est protecteur de l'acidité, c'est qu'en fait, dès lors qu'il va y avoir une concentration importante dans la cellule musculaire de lactate, il va y avoir un système d'efflux, donc par des transporteurs qu'on appelle les monocarboxylates transporteurs, donc MCT, qui vont justement faire sortir le lactate de la cellule. Mais l'avantage, c'est que justement, ce transport, il est couplé au proton. Donc pour faire sortir un lactate, on fait sortir également un proton de la cellule. Donc ce qui encore plus est un facteur quelque part protecteur justement de l'acidification au niveau musculaire. Donc après, les protons vont se retrouver, en l'occurrence, dans le sang. Mais là, dans le sang, ils seront pris en charge par d'autres molécules, par exemple les bicarbonates, pour justement être neutralisés en quelque sorte. Ok, justement, en parlant d'un taux de lactate, quelle serait deux questions. D'abord, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, comment est-ce qu'on peut mesurer le lactate et qu'est-ce qui explique une signification, enfin, quelle est la signification d'un taux élevé? Un taux sanguin, tu veux dire? Oui. Donc, oui. Là, on parle de lactatémie, taux d'acide lactique dans le sang. Donc, normalement, on a une certaine variabilité interindividuelle. On parle ici de taux de lactate au repos. Mais on va dire que la moyenne se situe autour de 1,3, 1,5 de lactatémie. Donc là, c'est la moyenne. Et puis, ça augmente en fonction du niveau de l'effort. On a les seuils symboliques de 2 et de 4 de lactatémie qui pourraient correspondre au premier seuil anaérobie, deuxième seuil anaérobie. Ça, c'est par rapport à comment on mesure l'intensité de l'effort par rapport à ces seuils. Bon, il y a d'autres méthodes qui sont un peu plus précises que ça, mais empiriquement, en général, sur le terrain, on utilise les taux de lactatémie, malgré que ce n'est pas aussi précis que ça. Et donc, comment on mesure ça? On mesure grâce à un lactatomètre où on a, c'est un petit appareil qui ressemble, on va dire, à ce qui se fait pour mesurer la glycémie, par exemple. Donc, avec des bandelettes
Et on Pour prend précision, on pique dans le doigt ouais. ou dans le lobe de l'oreille. Moi, je l'ai subi à l'époque encore dans le lobe de l'oreille. Je ne sais pas si ça se fait encore comme ça maintenant, parce que quand vous courez, c'est pas facile avec la transpiration. Mais enfin, vous me confirmez que c'est bien ça? Effectivement, dans les laboratoires Hmm. de recherche, on utilise le lobe de l'oreille puisque Mhm. c'est plus simple d'avoir, c'est-à-dire surtout quand la personne est en exercice, sur Mhm. tapis roulant, sur ergocycle, rameur, etc. Donc, c'est plus simple de piquer au niveau du lobe de l'oreille que de piquer au niveau du bout du doigt. Oui, on pique en général au niveau du bout des doigts, surtout quand on utilise le lactatomètre avec la Mhm. bandelette. Euh, Après, on recherche dans des laboratoires où on n'utilise pas spécialement ce type de dispositif, mais des dispositifs qui sont un peu plus robustes, plus professionnels et qui sont pour la plupart actuellement qui sont automatisés. Il y a longtemps, on utilisait directement des réactifs, des, enfin, sans rentrer dans les détails. Ok, Edouard, est-ce que tu as quelques précisions par rapport à ça? La mesure du lactate, non, je pense qu'Amine a à peu près tout dit. Si ce n'est juste dire que peut-être un taux de lactate, il ne peut pas se comparer en fait d'un individu à un autre. C'est vraiment quelque chose qui est propre, qui peut être utile pour manager un entraînement ou une progression, par exemple, pour un individu donné. Et du coup, quand on mesure en fait la lactatémie, mais il faut vraiment que ce soit standardisé. Hein. Amine, tu me contredis si vraiment, mais vraiment il faut vraiment que cette mesure soit standardisée dans des conditions qui sont vraiment strictes et identiques pour un sujet donné. Et du coup, Mhm. ces taux pris à différentes périodes de l'entraînement peuvent justement nous donner des indications justement sur notamment la faculté aérobie de l'athlète, sur la faculté de résistance à un effort justement intense, parce que plus la lactatémie va être augmentée, plus justement ça va être une preuve que l'athlète a été capable vraiment de se pousser dans ses retranchements et à faire un effort très très intense et à résister donc à la fatigue musculaire. Alors non pas dû au lactate, hein, puisqu'on a vu que c'est pas le lactate qui est responsable de la fatigue, mais en contrepartie forcément, et je pense qu'on va y venir parce qu'on n'a pas évoqué la question, mais en contrepartie, un effort physique important va générer quand même de l'acidité. Alors, pas par le biais du lactate, bien entendu, hein, c'est vraiment ce sur quoi on insiste depuis le début. Mais du coup, voilà, donc un taux de lactate élevé est la preuve, souvent en tout cas, enfin, ça dépend du contexte, mais ça peut être révélateur que l'athlète, du coup, s'est vraiment poussé dans ses retranchements. Mhm. Et d'ailleurs, certains athlètes ont montré que justement, ils étaient capables d'avoir leur performance maximale et que justement en parallèle, quand on a mesuré leur lactatémie, elle a été également maximale. Donc c'est encore une fois un argument pour soutenir le fait que le lactate n'est pas responsable de la fatigue musculaire, parce que sinon comment on pourrait avoir une performance optimale, enfin maximale, avec en plus un taux de lactate qui soit maximal. Voilà. Et là, justement, c'est pour compléter ce que tu as évoqué sur le lactate. Euh, on a toujours une confusion en fait entre la fatigue, le Ouais. niveau de fatigue, et encore pire, parfois on parle même de courbature, Ouais. etc. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu dépassé maintenant. La problématique est autour de la fatigue, du problème de la fatigue et sa relation avec le lactate. Ouais. Donc il y a ça. Je pense qu'on aura l'occasion, je pense, de discuter des différentes hypothèses là qui pourraient produire de la fatigue au cours de l'effort. Et on va voir que ça n'a rien à voir avec le lactate. Donc oui, le fait qu'une personne a un taux de lactatémie élevé, enfin je parle de sportif là, Mhm. normalement normalement, ça devrait être un sportif de haut niveau, parce qu'en général, c'est beaucoup plus les sportifs d'endurance, les sportifs, si on parle par exemple de coureurs, en général, c'est des coureurs de 400 mètres, de 800 mètres, maximum 1500 mètres. Normalement, là, on a ce que tu dis, on peut voir chez certains athlètes de haut niveau sur ces disciplines-là, on peut voir justement que plus le taux de lactate augmente, de lactatémie augmente, plus les performances sont meilleures. C'est-à-dire, comme tu dis très bien, l'athlète
se surpasse et avec ça, dans ce cas, il produit plus de lactate. Mais en même temps, ça ne répond pas à la question, mais à l'hypothèse selon laquelle le lactate serait associé avec l'état de fatigue, puisque ici, on pourrait dire, c'est pas mon avis, mais on pourrait dire que ces athlètes-là sont bien formés, sont bien entraînés, et donc ils ont une capacité de résistance à la fatigue extrêmement importante, et du coup, puisqu'ils ont une capacité de résistance importante, de résistance à la fatigue importante, donc forcément, ils produisent plus d'acide lactique, ou plutôt de lactate, puisqu'ils ils résistent bien à la fatigue. Sauf qu'ici, comme on va le voir, avec les différentes hypothèses qu'on a sur ce qui produit réellement la fatigue chez les sportifs et en général en cas d'effort physique, on va voir que ça n'a rien à voir avec le lactate. Par contre, ici, il faut bien distinguer le fait qu'un athlète de haut niveau aurait des taux de lactatémie élevés au cours de l'effort ou juste à la suite d'un effort, après l'arrêt d'un effort, et par rapport au taux de lactatémie de repos. En général, ce n'est pas une règle précise, mais en général, quand on a des taux de lactatémie au repos qui sont relativement élevés, en général, c'est qu'on a des performances, si on voudrait faire des liens indirects, qu'on a des performances qui sont relativement basses. Pourquoi? Parce que si le taux de lactatémie est élevé, est relativement élevé, de repos est relativement élevé, c'est que les voies métaboliques qui recyclent et qui éliminent le lactate ne sont pas suffisamment actives ou qu'elles sont altérées quelque part. Et donc, ou alors aussi qu'on peut aussi émettre l'hypothèse, mais ça, je n'ai pas vu dans les différentes études que j'avais consultées. Une autre hypothèse aussi, c'est que si on a une quantité limitée de mitochondries, comme je disais tout à l'heure par rapport au nombre de mitochondries qu'on a dans les cellules, si on a des quantités limitées dans les fibres musculaires de mitochondries, à ce moment-là, on pourrait supposer qu'on atteindrait c'est-à-dire le seuil énergétique maximal de production d'énergie maximale par les mitochondries assez rapidement et qu'on passerait plus vite à la fermentation lactique, ce qui générerait plus de lactate. Ouais. Donc, bon, il y a beaucoup de débats là-dessus et beaucoup de discussions, mais ce qui est certain, c'est que fatigue et lactate, ça n'a rien à voir. Ouais, effectivement, je voulais juste rebondir par rapport à ce lactate au repos, mais j'insiste bien sur le repos, qu'il faut distinguer, qu'il faut différencier du lactate post-effort. Effectivement, le lactate au repos élevé pourrait effectivement signifier, selon une hypothèse d'après la physiologie qu'on a indiquée précédemment, que effectivement il y ait un défaut, en fait, que ce soit la preuve que déjà au repos, on est quelque part déjà, le mot est peut-être fort, mais une sorte de dysfonctionnement mitochondrial, en tout cas un fonctionnement mitochondrial ou en tout cas un défaut d'oxygénation qui fait que le lactate, en fait, en est une des preuves. Parce que rappelez-vous que le lactate, il est produit quand on est dans des cas d'hypoxie ou dans des cas d'anaérobie, donc sans oxygène. Donc effectivement, au repos aussi, alors que normalement, on n'est pas censé produire beaucoup de lactate, puisque au repos, comme on ne produit pas d'effort, normalement, l'immense majorité du pyruvate issu de la glycolyse va normalement dans la mitochondrie et ne dérive pas normalement dans la voie du lactate. Donc s'il y a déjà au repos une dérive vers le lactate, c'est qu'a priori, tout nous porte à croire qu'il y a peut-être effectivement un dysfonctionnement mitochondrial déjà de base, donc forcément qui va être amplifié dès qu'on va faire un effort, puisque voilà, donc par définition. Donc ouais, ça peut être effectivement une explication. Justement, sur ces différents taux de lactate, j'ai Candice qui nous demande est-ce que les maladies neurodégénératives, le manque de lactate peut être remis en question? Le manque de lactate peut être en question. Est-ce que les maladies neurodégénératives, je vais y arriver, le manque de lactate peut être
en question. Le manque de lactate. Ouais, Peut-être en question. ouais, peut-être en question. Enfin, voilà, j'ai un peu de difficulté avec cette question-là. Donc, Candice, si vous pouvez préciser votre Ouais. question, je la reposerai comme ça de manière Oui. plus claire. Euh, Autre question, d'où vient l'acidification des muscles à l'effort? Vas-y, Edouard. Ouais, tu veux que je commence? Ok. Alors, l'acidification des muscles, vous l'aurez compris, hein, mais on va répéter, hein, ça ne vient pas, comme vous l'avez compris, du Mhm. lactate, hein, qui n'est pas acidifiant du coup. Ça viendrait au contraire de... Alors, il y a différentes sources. Amine, je pense que tu parleras plus du côté glycolyse. Moi, je vais parler plus du côté, vraiment, quand on fait un effort physique. Quand on fait un effort physique important, hein, vraiment quand il est important, il y a réellement une acidification du muscle. Cette acidification, elle est principalement due au fait qu'en fait, on va utiliser, en chimie, on parle d'hydrolyse, hein, donc on va hydrolyser, on va Mhm. couper en fait une molécule qui s'appelle l'ATP. L'ATP, c'est vraiment l'énergie universelle de la cellule, hein, c'est ce qui permet, par exemple, à un muscle de se contracter. Voilà, c'est vraiment la source d'énergie de la cellule. Donc, quand on fait un effort physique important, on va forcément utiliser beaucoup d'ATP. Et cette hydrolyse finalement massive, beaucoup d'ATP utilisé en très peu de temps, va générer, en fait, quand on coupe la liaison, et ben, quelque part, il va y avoir des protons H+, en fait, qui vont être libérés. Voilà, donc à cause de l'hydrolyse. Et c'est ça, en fait, qui réellement va être acidifiant. Donc, en temps normal, quand on est dans des conditions, on va dire, aérobie, de repos ou d'intensité de l'exercice qui est relativement faible ou modérée, ces protons qui sont générés, ils peuvent être recyclés. Ils peuvent être recyclés par notre mitochondrie et ils vont être transformés finalement en eau. En fait, ils vont être combinés au dioxygène qu'on respire. Ils vont se combiner également à des électrons. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué si on veut bien, mais ces protons, en temps normal, sont recyclés et sous forme d'eau dans la mitochondrie. Mhm. Voilà. Mais quand effectivement l'effort est très important et qu'on hydrolyse beaucoup d'ATP en très peu de temps, et bien finalement ces protons générés n'ont pas le temps d'être tous recyclés et bah, forcément ils vont s'accumuler. S'accumuler, c'est ce qui va expliquer du coup en partie l'acidification musculaire et qui va être, on y reviendra je pense plus tard, mais un des arguments qui explique bien évidemment la fatigue musculaire. Voilà. Ouais, euh, c'est justement, donc c'est comme tu le dis très bien, donc la fatigue musculaire provient entre autres, si on parle de cette hypothèse-là, de ces protons H+, qui en réalité ne sont pas produits comme on peut le penser par le lactate, mais plutôt par l'hydrolyse de l'ATP. Au niveau de la voie de la glycolyse aussi, on a une production, mais qui n'est pas très importante de protons H+. Le plus gros de la production des protons H+, se fait au moment de l'hydrolyse de l'ATP. On va dire 90% à peu près des protons H+, au niveau de la fibre musculaire est produit, ou des cellules en général, est produit au niveau de l'hydrolyse de l'ATP. Et donc, ce sont ces protons H+-là, en tout cas, au moins sur deux hypothèses de cette fatigue-là, et je pense qu'on pourrait aborder déjà ces deux hypothèses-là. Donc, déjà, ces mêmes protons H+, vont acidifier le milieu cellulaire, le milieu à l'intérieur de la fibre musculaire. Et donc, la baisse de ce pH, du pH intracellulaire, va produire un ralentissement de la glycolyse. Tout simplement parce qu'il y a certaines des enzymes de la glycolyse, notamment l'exokinase ou la phosphofructokinase, qui sont des enzymes qui sont sensibles à des pH bas ou à une certaine quantité de protons H+. Donc là, ça va ralentir les enzymes ou certaines enzymes de la glycolyse. Donc déjà, si on ralentit la glycolyse, c'est qu'on va avoir déjà un flux moins important de pyruvate et du coup un flux moins important de pyruvate qui va partir en mitochondrie et donc moins de production d'ATP par la mitochondrie et en même temps du pyruvate qui va se fermenter moins aussi en lactate et c'est ce qui va faire qu'on a ce ressenti de fatigue. Donc ça, c'est l'une des hypothèses. Et l'autre hypothèse aussi qui est très plausible aussi, c'est que dans certaines études, et là encore une fois, c'est des études in vitro, on peut
voir que on peut avoir cette compétitivité entre les protons H+ et le calcium, puisqu'on sait que le calcium est un facteur important dans la contraction musculaire. Et donc, on peut avoir, avec des niveaux assez élevés de protons H+, une inhibition de la contraction musculaire. Et ça, ce sont les deux hypothèses qui se rapportent à ces protons H+. Et puis après, je pense qu'on a d'autres hypothèses aussi. Je ne sais pas, Edouard, si tu as... Ouais, bah, c'est ce dont on parlait notamment en off, hein, une troisième hypothèse qui serait plutôt d'ordre, on va dire, thermodynamique, hein, purement chimique, liée à l'ATP, à savoir que l'ATP, en fait, pour qu'il soit facilement utilisable en fait, dans la cellule musculaire, il faut que sa concentration soit suffisamment élevée, hein, ce qui paraît quand même logique. Et justement, quand on fait un effort qui est très intense, on va hydrolyser beaucoup d'ATP en un très peu de temps, comme je vous ai dit, ce qui fait que on va drastiquement diminuer le taux de la concentration d'ATP dans la cellule, qui va du coup se transformer en ADP. Et du coup, donc, cette diminution du ratio ATP sur ADP, va faire qu'en fait, on se rapproche de l'équilibre thermodynamique quelque part, qui fait que l'ATP sera moins facilement mobilisable, moins facilement utilisable, puisque dans des conditions, on va dire, normales, la concentration d'ATP dans la cellule est très loin de l'état d'équilibre. C'est ce qui lui permet d'ailleurs d'être très facilement utilisé et de générer justement de l'énergie. On parle d'enthalpie libre, hein, pour les connaisseurs, s'il y en a qui nous écoutent. Et donc forcément, quand on utilise beaucoup cet ATP en très peu de temps, il y a beaucoup moins d'ATP disponible. Et comme on se rapproche de l'équilibre, forcément, c'est moins l'utilisation de l'ATP pour la contraction musculaire est de plus en plus difficile finalement. C'est un peu comme un ressort. Un ressort, plus on l'éloigne de son état d'équilibre, plus forcément, plus il est loin de son état d'équilibre, plus il revient facilement à son état d'équilibre. En revanche, le ressort, plus il est proche de son état d'équilibre, plus la variation d'amplitude de l'élastique est faible. Et c'est un peu la même analogie, si on veut bien, avec du coup l'ATP. Ou plus on est proche de l'équilibre, moins l'ATP est mobilisable par le muscle. Donc c'est une hypothèse aussi qui pourrait expliquer la limitation de la contraction des muscles lors d'efforts qui sont vraiment très importants et très gourmands en ATP en très peu de temps. Exact. Et donc, comme quatrième hypothèse, on aurait aussi, donc, ça concerne toujours la voie de la glycolyse. Les enzymes qui interviennent dans la voie de la glycolyse, c'est des molécules protéinées, et donc c'est des protéines. Et donc, chaque protéine, on sait que chaque protéine est codée par un gène correspondant. Et là, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas beaucoup de notions par rapport à ce qu'on appelle les adaptations épigénétiques. Tout simplement, les adaptations épigénétiques, c'est tout ce qui ne concerne pas le code de l'ADN, donc les gènes, mais ce qui vient se mettre au-dessus du gène pour pouvoir réguler son activité. Et donc, en réalité, plus un gène fonctionne ou est actif, on dit entre guillemets, plus un gène s'exprime, plus il va produire la protéine en question pour laquelle il code. Et donc, la protéine en question ici, vous avez compris, ça concerne l'ensemble des enzymes qui interviennent au niveau de la glycolyse. Et bien sûr, chaque enzyme a son propre gène. Et donc là, ce qu'on observe, c'est que plus ces gènes qui codent pour les enzymes de la glycolyse vont s'exprimer, donc plus ils vont être actifs dans le temps, et plus il va y avoir un rétrocontrôle, qui va arriver à un certain moment, on va arriver à un certain moment à un seuil qui va diminuer l'expression de ces gènes-là très rapidement. C'est ce qui fait qu'on va avoir moins d'enzymes pour la glycolyse. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir un ralentissement de la voie de la glycolyse. Donc, peut-être que c'est un peu compliqué, mais j'essaye de simplifier au maximum. Si la glycolyse, en tant que voie métabolique principale énergétique, en tout cas, c'est elle qui initie la dégradation du glucose pour obtenir ensuite l'ATP, soit par la fermentation lactique ou par les mitochondries. Si cette voie-là est ralentie, et entre autres, donc, ce ralentissement qui peut être obtenu par ce mécanisme de régulation épigénétique qui fait que
plus on va produire d'enzymes de la glycolyse, moins on va être capable de les produire parce que les gènes vont être régulés à la baisse. Quand on atteint un certain seuil, et donc le seuil, c'est par rapport à quoi? En fait, le seuil, c'est par rapport tout simplement au groupement méthyle, parce que au niveau des gènes, qu'est-ce qui fait que le gène soit inhibé ou qu'il soit régulé à la baisse, son activité soit régulée à la baisse? C'est qu'il va y avoir plein de groupements méthyle qui vont venir se fixer sur ce gène-là pour le réguler à la baisse. Et donc, plus la quantité de ces groupements méthyle augmente, on va atteindre un certain seuil qui va faire que cette inhibition soit extrêmement rapide, et c'est ce qui fait que la glycolyse va être ralentie très rapidement, et ça produit aussi la même chose, donc de la fatigue. Et également, on peut parler aussi comme cinquième hypothèse, ce que tu me disais tout à l'heure en off, Edouard, donc la phosphocréatine. Mais ça, c'est uniquement réservé pour des sports très intenses et de courte durée, de type sprint 100 mètres ou haltérophilie, powerlifting, enfin Des sports très intenses, voilà, très des courts sports, et voilà, voilà, qui nécessitent exact. une recharge en fait de la phosphocréatine au Mm. fur et à mesure des séries. Et effectivement, cette recharge, elle peut être plus ou moins déficiente. D'ailleurs, un des paramètres qui, paradoxalement, hein, même pour un effort de type anaérobie, donc alactique, hein, pour des efforts plutôt de force, les études tendent à montrer que un des paramètres qui justement permet cette régénération plus rapidement et plus importante de la phosphocréatine, c'est justement une faculté aérobie. Donc plutôt des facultés qui sont normalement plutôt propres au sport d'endurance. Parce que forcément, la régénération de la phosphocréatine, elle se fait à partir de l'ATP, rappelez-vous, cette fameuse ATP. Mais cet ATP est lui-même généré par une bonne oxygénation mitochondriale. Donc c'est ce qui explique en partie qu'une bonne condition aérobie, par exemple, typiquement chez un footballeur, c'est un sport où on peut être amené à faire des sprints comme répétés dans un match. Et même si c'est des efforts de type anaérobie, c'est quand même important d'avoir une très bonne condition aérobie pour justement recharger et optimiser cette recharge de la phosphocréatine qui sera, elle, nécessaire justement lors des sprints, des efforts de sprint. Exact. Et concernant donc la régénération de la phosphocréatine, parce que ici je rappelle que c'est une source d'ATP, donc d'énergie qui est extrêmement efficace et très rapide, puisqu'on obtient ici de l'ATP à travers une seule réaction, où on a une dissociation du phosphate inorganique de la créatine et une obtention d'une molécule d'ATP et libération de la chaleur. Donc, cette régénération du stock de phosphocréatine qui s'épuise très vite, en général, on a une bonne puissance de cette filière énergétique qu'on appelle anaérobie lactique, autour de 8 secondes, grand maximum chez les athlètes de très haut niveau, on est autour de 10 secondes. Ensuite, le taux de phosphocréatine tend à diminuer, et du coup aussi le débit énergétique à partir de cette filière qui tend aussi à diminuer, qui peut atteindre jusqu'à 25 secondes comme capacité de cette filière énergétique, voire grand maximum 30 secondes. Donc on est vraiment sur des temps qui se mesurent en secondes, voire en quelques dizaines de secondes. Et donc là, remarquez que pour, on va dire, 25 secondes d'exercice, pour épuiser complètement les stocks de phosphocréatine, on aurait besoin, si on parle d'un haltérophile de niveau international, on aurait besoin à peu près entre 4 à 7 minutes de repos pour pouvoir régénérer entre 85 à 85% des stocks de phosphocréatine chez cette personne-là. C'est pour ça qu'on observe qu'au niveau de la méthodologie de l'entraînement de ces sportifs, que ce soit des haltérophiles ou des sprinteurs ou autres, on a des séries qui sont assez courtes, avec peu de répétitions, mais avec beaucoup de charges. Charge, je parle en termes de poids, par exemple, si c'est l'haltérophile, et en termes de vitesse, si c'est pour le sprinter, par exemple. Et puis ensuite, des temps de repos qui sont assez longs par rapport aux séries. Ici, je fais rappeler aussi que sur cette filière énergétique, on a une certaine déperdition d'énergie, puisque quand on parle ici de filière anaérobie lactique,
la phosphocréatine en tant que telle, ou la liaison qui est entre le phosphate inorganique et la créatine en tant que telle, elle renferme 35 kJ. Et si on parle maintenant de la quantité d'énergie qu'on retrouve dans l'ATP, c'est-à-dire entre le dernier phosphate inorganique et l'ADP, on a 29 kJ. Et donc, c'est ce qui fait qu'un différentiel de 6 kJ qui sera à chaque fois perdu au fur et à mesure qu'on va utiliser une molécule de phosphocréatine. C'est-à-dire que quand on dissocie le phosphate inorganique de la créatine, on va obtenir 35 kJ, dont 29 vont être utilisés, stockés dans la liaison entre le phosphate inorganique et l'ADP, donc pour former l'ATP, et 6 kJ qui vont être perdus sous forme de chaleur. Donc, c'est une filière énergétique qui produit une déperdition énergétique très importante si on compare entre la quantité d'énergie stockée, qui est de 29 kJ, et les 6 kJ. Donc, c'est assez important comme énergie perdue. Donc, c'est pour ça que peut-être aussi qu'au niveau d'un point de vue d'évolution ou évolutionniste, qu'on a cette filière-là qui est assez limitée en termes de quantité d'énergie qu'on peut apporter par unité de temps ou sur une courte période. C'est pour ça qu'on l'utilise uniquement ponctuellement que pour des charges qui sont des charges d'entraînement qui sont assez élevées. Oui, ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans les planifications d'entraînement, hein. On travaille beaucoup en méthode fractionnée, c'est pas pour rien, c'est effectivement pour pouvoir augmenter la récupération et le seuil aérobique. Pardon. Comment est-ce qu'on peut faire pour limiter l'acidification musculaire à l'effort, évidemment? Je pense que, bon, moi, je pense mettre on va dire, essayer de mettre en exergue les différentes voies qu'on pourrait cibler, et je pense que je laisserai Edouard détailler certaines choses. Par exemple, premièrement, quand on dit acidification, là, ça concerne beaucoup plus. Ça concernerait beaucoup plus les tissus, mais d'un point de vue aussi, donc les tissus, c'est-à-dire les cellules, mais d'un point de vue aussi de ce qu'on avait dit tout à l'heure, de ce que tu avais évoqué, Edouard, sur le fait que quand le lactate est largué à l'extérieur de la cellule, et qu'il va aussi y avoir une certaine quantité de proton H+, qui va être largué, donc qui va se retrouver dans le sang. Donc ça aussi, il faudrait le faire remarquer, et que en même temps, on sait très bien que le pH sanguin est extrêmement régulé. C'est vraiment l'un des paramètres qui sont les plus régulés. Et puis, donc, à travers cette régulation-là, on peut, l'un des mécanismes, en tout cas des systèmes tampons, ça consiste à puiser dans les réserves minérales au niveau surtout du tissu osseux, pour les ramener au niveau du sang, pour qu'elles transitent à travers le sang afin qu'elles puissent tamponner cette acidité qu'on obtient à travers les protons H+, et qui, je le rappelle, n'a rien à voir avec le lactate, bien que la sortie des protons H+ au niveau sanguin est toujours liée à la sortie du lactate. Donc, c'est le seul lien qu'on peut établir entre ces deux éléments. Donc, là, déjà, si on raisonne correctement, on a besoin déjà, pour commencer, de soutenir les systèmes tampons. Donc déjà, on a besoin de substances, de molécules alcalinisantes. Et puis en même temps, on a besoin aussi, comme j'avais expliqué tout à l'heure, c'est le fait que la capacité mitochondriale de production d'énergie est dépassée. Et quand c'est dépassé, c'est à ce moment-là où on commence à produire plus de lactate. Et donc, on s'oriente plus vers la fermentation lactique. Donc, ici, ce qui est important de faire, c'est de soutenir justement les mitochondries et le fonctionnement des mitochondries afin d'augmenter la capacité de production d'ATP par les mitochondries, et de la même diminuer le passage du pyruvate ou la conversion du pyruvate en lactate. Donc, je pense que Edouard a certaines solutions par rapport à
Ouais. au fait de tamponner le pH cellulaire. Ouais, alors cellulaire, mais quand même rebondir sur ce que tu as dit par rapport le fait de tamponner l'acidité sanguine. Parce que bien évidemment, hein, il faut quand même rappeler que le sang, comme tu as dit, c'est un système très régulé et que le sang ne s'acidifie pas en tant que tel parce que une faible acidification du sang, c'est vraiment une urgence vitale. Donc heureusement pour nous, il y a des systèmes qui sont dits des systèmes tampons qui sont là pour vraiment réguler, même quand il y a un afflux de protons depuis la cellule musculaire vers le sang, il y a des systèmes qui sont dits tampons, donc notamment les ions bicarbonate, qui vont justement servir à absorber quelque part ces ions H+. Et une des sources finalement, un des moyens finalement tout bêtement d'éliminer cette charge acide qui arrive dans le sang, donc captée par les bicarbonates, c'est tout simplement d'avoir une bonne ventilation. Parce que quand on ventile bien, on expire bien, en fait on expulse du CO2. Et le CO2 est justement en équilibre avec, en quelque sorte, avec les bicarbonates et les ions H+. Donc, autrement dit, pour faire simple, plus on va éliminer de CO2 par l'air expiré, plus on va également favoriser l'élimination des ions H+, donc sous forme d'eau en l'occurrence. Donc ça, c'est aussi donc, un moyen, entre guillemets, tout simple pour justement optimiser l'expulsion quelque part des protons qui ont été amenés dans le sang. Donc là, on est dans le sang. Mais si on compare vraiment si on regarde au niveau cellulaire, et ben même au niveau intracellulaire, dans la cellule musculaire, il existe des systèmes tampons qui justement vont en fait limiter cette acidification. Donc, il y en a plusieurs. Il y a notamment les tampons phosphates, hein, donc des ions phosphates, qui vont pouvoir se combiner justement avec ces ions H+, ces protons, pour quelque part les amortir, les absorber. Et on a aussi certains peptides, hein, donc des petits fragments de petites protéines qui s'appellent notamment la carnosine. Voilà, la carnosine, qui est un très bon tampon intracellulaire et qui a notamment pour précurseur la bêta-alanine. Voilà, la bêta-alanine qu'on peut retrouver sous forme de certains compléments alimentaires, par exemple. Cédric peut-être en reparlera peut-être après, je ne sais pas. Et puis voilà, puis ça va aussi passer tout simplement aussi par une sorte d'acclimatation à ce genre d'effort. En fait, plus on va s'entraîner à des efforts qui justement sont plutôt pro-acidifiants quelque part, des efforts donc très intenses, avec des temps de récupération qui seront judicieusement choisis, pas forcément trop longs, parce que si c'est des temps de récupération entre les séries qui sont trop longs, et ben finalement, on n'habituera pas la cellule musculaire à être quelque part baignée d'acide quelque part. Donc, si on veut vraiment qu'il y ait une adaptation, il faut qu'il y ait donc des efforts intenses d'une part et également des temps de récupération qui soient quand même relativement faibles pour qu'il y ait justement mise en place une amélioration finalement de ces systèmes tampons, voilà, au niveau du muscle. Oui, justement, c'est un peu ce que tu dis là par rapport à l'acclimatation ou l'adaptation à l'acidification, surtout au niveau cellulaire. C'est ce qu'on obtient en général quand on s'entraîne au-delà du deuxième seuil anaérobie. Ouais. Donc ça, c'est classique, surtout en athlétisme, en natation, en cyclisme, je ne sais pas, mais beaucoup plus en athlétisme. Enfin, c'est la discipline avec laquelle j'ai le plus d'expérience. Et puis comme tu dis, oui, la carnosine peut être donc un système tampon intéressant. Aussi, donc, j'avais parlé du fait que si on a des mitochondries qui fonctionnent bien et qu'en même temps, si on a un certain nombre, enfin un nombre plus important de mitochondries, donc ça serait en quelque sorte c'est-à-dire ça serait un phénomène préventif par rapport à la production euh, de, de, de protons H+. Le fait est que donc une cellule et ça on le voit bien, peut-être qu'on peut sortir un petit peu du cadre sportif, juste entre parenthèses, on le voit bien dans les cellules cancéreuses. Oui. Certaines cellules cancéreuses, parce que quand on dit cellules cancéreuses, ça ne veut rien dire, il y a plusieurs types. Donc, dans certaines cellules cancéreuses, on a justement ce dysfonctionnement mitochondrial et on a certains types de cancers qui sont dus justement à ce dysfonctionnement mitochondrial et on observe une acidité extrêmement importante au niveau de la cellule. L'effet Warburg, hein, c'est ça? C'est ça, exactement.
Ça pourrait être aussi intéressant. Donc, le fait d'optimiser le fonctionnement de la mitochondrie avec des cofacteurs, de la coenzyme Q10, de la vitamine B12, cofacteurs au niveau du cycle de Krebs, l'oxygénation, comme tu dis, parce que la mitochondrie fonctionne principalement avec l'oxygène, surtout au niveau du complexe 4. Donc, ça, c'est aussi très, très important. D'où aussi l'effet intéressant de tout ce qui fait fonctionner le cycle de Krebs, en fait, notamment le citrate, par exemple. C'est pour ça que on parle un peu on parle en général du paradoxe du citrate, qui lui-même est un acide carboxylique, mais qui en même temps aurait un effet alcalinisant. C'est dans ce sens-là, le citrate, quand on le prend au niveau du tube digestif, c'est toujours un acide carboxylique, un acide faible, mais quand il s'intègre dans la cellule et qu'il arrive au niveau de la mitochondrie, le citrate, je rappelle que c'est le premier métabolite du cycle de Krebs. Et puis, dans ce cas, le deuxième métabolite du cycle de Krebs. Et donc, le citrate peut augmenter le fonctionnement du cycle de Krebs et en même temps donc, optimiser le fonctionnement des mitochondries. Voilà. Donc, après, on peut avoir aussi recours à des substances tampons aussi au niveau sanguin, notamment des minéraux, par exemple des minéraux alcalinisants. Donc tout ce qui porte une charge positive en général, il y a tout ce qui est utilisé en général, tout ce qui est ramené du tissu osseux, donc on peut aussi l'apporter, sauf calcium, euh, parce que le calcium produit beaucoup de problématiques si on le prend tout seul. Oui. Donc, magnésium, par exemple, citrate de magnésium est une excellente combinaison, citrate de potassium aussi, des bicarbonates aussi. C'est une pratique assez courante pour les sportifs de consommer de l'eau bicarbonatée. Bon, pas toujours, mais ça apporte aussi une certaine quantité de bicarbonate et ça équivaut un peu à soutenir les reins dans la production de bicarbonate. Donc voilà, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Non, pas spécialement. Je pense que Moi, je vais peut-être rebondir là-dessus. Simplement, oui, effectivement, on en parle beaucoup pendant les entraînements. La respiration est importante et faire du sport en apnée, c'est pourtant le défaut de beaucoup de jeunes sportifs. Jeunes dans la tête en tout cas, hein, pas forcément au niveau de l'âge, mais voilà, souvent on voit des gens qui font leur sport quasi en apnée dans l'effort. L'importance de la respiration, effectivement. Le planning d'entraînement est hyper important aussi parce que si vous faites si vous allez dans le rouge tous les jours et que vous ne laissez pas suffisamment de périodes de récupération, on sait très bien que ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Alors, tu parlais justement de la bêta-alanine et là, je vais faire un petit coup de pub quand même. Chez Nutrilogix, effectivement, on a de la bêta-alanine en gélule, sans excipient, sans rien d'autre que de la bêta-alanine en 600 mg. Et effectivement aussi, Amine, tu nous parlais du citrate de tripotassium et de magnésium. On a également un produit qui s'appelle Alcarecup. Je vous invite à aller voir sur le site Nutrilogix si vous souhaitez plus de renseignements. Vous pouvez également m'envoyer des messages, il n'y a pas de problème. Au-delà de tout ça, une question arrivait, enfin c'était plutôt une affirmation qu'une question, mais moi je vous pose la question. L'importance de la préparation mentale là-dedans, est-ce qu'elle a un rôle à jouer aussi? Puisqu'on sait au plus, comme vous le dites, au plus la personne va être préparée à aller dans l'effort, au plus son mental va être dur peut-être, mais est-ce que, d'après vous, il y a une importance à avoir un préparateur mental, par exemple, à côté? Par rapport au taux de lactate? Oui, par rapport au fait de pouvoir aller plus loin dans l'effort. ouais, Oui, oui, ça c'est clair, c'est indéniable. Ça, là, on était centré sur un sujet Oui, biochimie, lactate, oui, oui, physiologie, tout à fait. lactate, mais oui, c'est clair que le fait d'avoir une bonne préparation mentale, un préparateur mental, enfin, tout dépend des situations, mais c'est clair qu'il y a des sportifs qui ont le mental plus tenace que d'autres.
Et à ce moment-là, c'est le travail du préparateur mental, c'est clair. Oui. C'est d'ailleurs souvent là que enfin, ça dépend des sports, mais dans certains sports, c'est souvent d'ailleurs sur le mental, je pense que la différence se fait plus que sur le physique, parce que physiquement, je pense qu'entre certains athlètes de haut niveau, bon, il y a quand même, enfin, il y a quand même parfois des différences de niveau, mais je veux dire, je pense que le niveau physique des athlètes, en tout cas quand ils arrivent en forme au même moment, je pense que la différence physique est vraiment faible. Et je pense que souvent, le mental, c'est souvent ça qui fait la différence, je pense. Voilà. Bon, après, ça dépend des sports aussi en particulier. Il y en a peut-être où la composante mentale est peut-être encore plus importante, mais moi, je suis persuadé que le mental, c'est souvent là que ça fait la différence, en fait, plus que le physique, je pense. Surtout de nos jours où on a, je parle ici des sportifs de très haut niveau ou des équipes sportives de très haut niveau, on a en général des staffs qui sont extrêmement compétents et qui sont comparables en fait. Donc le travail est en général sur le plan physiologique, médical, entraînement, tout ça est en général très bien fait. Et ce qui reste, en fait, c'est ce qui va jouer en faveur de l'un ou de l'autre, c'est justement le mental, l'aspect mental, les aspects émotionnels, psychologiques, la gestion du stress, l'imagerie mentale et tout ça. Oui. Voilà, ça me semblait important quand même de mettre un point d'honneur là-dessus aussi, parce que qu'on parle d'acide lactique, qu'on parle de n'importe quelle filière, de toute façon, oui, effectivement, le mental a son rôle à jouer, la planification d'entraînement, des entraînements également, et les connaissances un minimum scientifiques également. Alors, pour avoir moi été longtemps dans le sport de haut niveau, je sais que il y a souvent des lacunes que certains sportifs peuvent avoir. Le mieux est de se faire accompagner et de se faire suivre par des spécialistes là-dedans. Donc, c'est vraiment important et croyez-moi, vous avez beaucoup à y gagner. Par expérience, je vous en parle. Merci beaucoup pour Edouard et Amine pour cette superbe présentation. J'ai appris plein de choses. Vous m'avez perdu quelques fois, mais je vais relire, j'allais dire, je vais réécouter en tout cas cette intervention. Vraiment, n'hésitez pas pour ceux qui ont suivi ce live à commenter, à partager. Nous ne répondrons pas aux questions a posteriori parce qu'autrement, ça nous prendrait des jours et des jours de travail. Alors, ce qui vous a été présenté ici en 1 heure pourrait l'être aussi en 10 heures ou en 20 heures ou en 100 heures, tellement il y a des choses à dire là-dessus. Alors, probablement que tout n'a pas été dit, mais une grosse partie, en tout cas, a été faite. Alors, merci à vous deux vraiment pour cette chouette présentation. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Et je vous dis à la prochaine. Salut Edouard, salut Amine. Merci Cédric, merci à tout le monde et merci Amine aussi. Merci à toi aussi Edouard, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.